Bonsoir à tous, bienvenue dans Bismart, l'émission ce soir pour commencer un sujet très sérieux, les cyberattaques qui ont visé les hôpitaux. On sera en ligne avec le directeur général de l'Institut Cyberpeace, qui est une ONG qui lutte contre les attaques informatiques. Comment s'en prémunir? On fera le point là-dessus avec lui. On parlera d'une ONG qui s'appelle Ashoka, que peut-être vous ne connaissez pas, mais qui aide l'entrepreneuriat social à travers le monde. Sa nouvelle directrice générale en France sera avec nous. Elle vient tout juste de prendre ses fonctions. Et puis, on parlera aussi beaucoup de contenu avec d'abord tout ce qui se joue autour de la bataille de la voix. On parle que de Clubhouse en ce moment, ce réseau social vocal. Comment ça marche, quel peut être le business model. On en parlera avec un spécialiste du digital. Et puis, on sera également avec le cofondateur d'Ulysse. C'est un média digital, justement, mais vidéo. Vous allez voir, c'est parti, c'est Bismart l'émission. Et pour commencer cette émission, on va s'intéresser aux cyberattaques en compagnie de Stéphane Duguin, directeur général de l'Institut Cyberpeace, ONG qui lutte contre les attaques informatiques, ancien collaborateur d'Europol. Merci d'être avec nous. C'est vrai qu'on a eu pas mal d'attaques d'hôpitaux là, qui se sont multipliées ces derniers temps, notamment cette semaine. On a de toute façon, plus globalement, un nombre de cyberattaques par rançongiciel qui a été traité par l'ANSSI, qui a été multiplié par 4 entre 2019 et 2020. Un nombre record depuis le début de l'année. Pourquoi est-ce que c'est maintenant qu'on a un nombre record? Est-ce que c'est la crise qui accélère ces cyberattaques ou est-ce que finalement, non, c'est dans l'air du temps et il n'y a pas forcément de lien? Oui, bonjour, merci de me recevoir dans votre émission. C'est un plaisir. Pour répondre simplement à votre question, c'est malheureusement un vieux phénomène, les attaques numériques contre le secteur hospitalier. Et pourquoi il est en constante accélération? Parce que les attaques précédentes n'ont pas forcément mené aux actions d'ampleur qui auraient peut-être permis d'endiguer le phénomène. C'est une première raison. La seconde raison, c'est l'opportunité de la crise. Le fait que la crise de la Covid-19 a créé en fait non pas simplement une accélération des attaques en cours, mais également une mise en commun de plusieurs types d'attaques entre les attaques sur les hôpitaux pour les bloquer contre de la rançon, les attaques pour voler les données des patients et les campagnes de désinformation pour amoindrir la parole du scientifique et la parole de l'hospitalier. Alors pour revenir sur les attaques contre rançon, moi je trouve ça surprenant de prendre pour cible un hôpital qui n'est peut-être pas nécessairement l'endroit où il y a le plus d'argent à prendre, si je peux m'exprimer comme ça. Alors, il faut comprendre que l'intérêt du groupe criminel qui s'attaque à l'hôpital est de trouver la cible dont la probabilité de paiement est la plus haute. L'hôpital fait partie de ce type de cible. Le secteur hospitalier a une infrastructure technologique extrêmement complexe qui le rend donc vulnérable, des ressources informatiques et de cybersécurité assez faibles, et dans une obligation, aussi du fait de la pandémie, de ne pas pouvoir se permettre de voir ses activités arrêtées pour une heure, une journée, une semaine. C'est juste impossible. Donc la pression du paiement est plus importante pour les professionnels de santé. Et de quel type de montant on parle? Ça peut aller jusqu'à combien? Alors les montants sont très variés parce qu'ils dépendent du groupe criminel qui est aux commandes, mais cela va de quelques centaines d'euros à quelques milliers, plusieurs milliers d'euros. Et quelle est la politique alors en France, par exemple? On paye la rançon dans les cas qui ont été identifiés là ces dernières semaines? Alors ce qui est conseillé, c'est facile de donner des conseils lorsque l'on n'est pas soi-même impacté par une attaque, alors que l'on a des lits à pourvoir et des patients à soigner. C'est aussi important d'avoir ça en tête. Mais bon, le conseil est de ne pas payer, parce que payer une rançon, c'est en fait payer le groupe criminel, donc c'est financer la criminalité organisée, et donc c'est favoriser ce type d'activité pour le futur, pour d'autres hôpitaux, pour d'autres victimes. Donc la consigne est assez claire. Et alors, quelles sont les conséquences en revanche sur les données personnelles des patients? Là, il y a un vrai risque. Et ensuite, à quoi peuvent servir ces données une fois qu'elles ont été hackées? Alors, il y a on peut appeler ça des super-hacks de la cyberattaque dans le marché noir, où les données qui sont volées dans le secteur hospitalier, dans le milieu hospitalier, depuis les données patients jusqu'aux autres types de données pour des attaques qui sont plutôt mises en place par des acteurs étatiques, des données de recherche, comme des recherches sur le vaccin. Ces données-là sont volées et revendues. Pour les données patients, certaines études démontrent qu'un dossier médical peut valoir dans les $250 sur ces marchés noirs
Et l'impact pour les patients est énorme parce que lorsque l'hôpital, parfois, ne paye pas, le criminel va s'adresser directement au patient et le menacer d'utilisation de ces données s'il ne lui verse pas une rançon. Et alors comment on fait si ça nous arrive en tant que particulier, en tant qu'entreprise, et qu'on est victime comme ça d'une demande de rançon? À qui est-ce qu'on s'adresse? Alors, le processus, c'est le même, je dirais, que lorsque vous êtes victime de tout type de criminalité, c'est s'adresser au service de police, au service de justice, en sachant que oui, c'est très compliqué, et encore, nous avons la chance, je dirais, en tout cas pour la France, d'être dans une situation où l'organisation est assez solide en termes de combat de la cybercriminalité, mais le réflexe est évidemment de parler. Un des problèmes dans les attaques contre les hôpitaux, c'est qu'on connaît très mal l'étendue du problème, parce que nombre de victimes ne parlent pas, nombre de victimes ne dénoncent pas les faits. Est-ce que justement c'est compliqué d'identifier ensuite les hackers? C'est vrai que j'ai regardé un peu, il y a assez peu d'enquêtes, j'ai l'impression, vous me direz si je me trompe, qui vont jusqu'au bout, et c'est assez difficile d'obtenir des condamnations. Alors effectivement, on a vu le réseau Emotet tomber en début d'année, mais ça a duré quand même depuis 6 ans. Donc est-ce qu'aujourd'hui on a véritablement les moyens, les leviers, peut-être même au niveau international, d'aller débusquer ces hackers derrière? Alors les leviers sont multiples et ils existent. Il y a effectivement une certaine difficulté de ressources, en termes de ressources d'enquête, de ressources aussi judiciaires pour comprendre les dossiers et les mener devant une cour. Vous avez un problème aussi de coopération internationale. Ce sont des crimes qui, par d'essence, sont des crimes transfrontières, et ça demande une coopération entre États à plus haut niveau pour que les criminels soient produits devant la justice. Il y a un autre niveau de responsabilité qu'on connaît moins, c'est la responsabilité des États dans l'application de la loi internationale. La loi internationale aujourd'hui est très claire et elle dit qu'elle s'applique tout simplement dans le cyberespace. Et pour les États, cela prend deux options. Une première, c'est de devoir protéger l'hôpital, une obligation de protection, et aussi une obligation de ne pas attaquer. Et dans l'obligation de protection, il y a aussi l'obligation d'aller à l'encontre des groupes criminels qui sont actifs depuis un territoire souverain. Alors, ce que vous êtes en train de me dire, en fait, c'est que les États ne protègent pas aujourd'hui assez les hôpitaux, mais qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour les protéger davantage? Alors, les protéger davantage, déjà en expliquant très clairement que le droit international s'applique, c'est une première chose, en faisant en sorte que des ressources à l'intérieur même de l'État existent pour que les groupes criminels qui sont connus agissant sur le territoire soient menés devant la justice. Et aussi, c'est aussi moins connu, ne pas se lancer dans des opérations de recherche et développement d'outils informatiques d'attaque qui, lorsqu'ils sont volés, et ils sont toujours volés, finissent par devenir des vecteurs d'attaque contre l'hôpital. Un exemple simple, WannaCry, en 2017, une des pires attaques contre le secteur hospitalier, c'est la NSA aux États-Unis qui fait des recherches en développement pour des outils d'espionnage qui sont volés et récupérés par la Corée du Nord pour attaquer sur WannaCry. Donc la défense, ça n'est pas toujours la meilleure. L'attaque n'est pas toujours la meilleure défense, en fait. C'est ça que vous êtes en train de dire. Clairement, s'il y avait autant d'investissements dans la défense, la mise en place de ressources pour le personnel hospitalier, pour les patients, qu'il y en a dans la recherche et développement pour l'attaque, ça pourrait déjà aider à remettre les forces en présence à un niveau équitable. Du fait de la particularité du secteur hospitalier, est-ce qu'il faut une stratégie nationale vraiment purement dédiée à l'hôpital et non pas une stratégie de cybersécurité globale? Alors, elle est déjà existante. Si le secteur hospitalier, comme c'est le cas dans de nombreux pays, est déclaré infrastructure critique, vous avez une bulle de protection qui s'installe entre les obligations du secteur de mettre en place des standards de protection, mais également des obligations pour l'industrie en ce qui concerne la mise en place d'outils sécurisés pour éviter en fait que toutes ces interconnexions d'objets qui sont aujourd'hui l'hôpital moderne viennent avec des vulnérabilités. Donc c'est déjà existant et l'Europe est en avance sur ce point. Alors, et le gouvernement a dévoilé hier sa stratégie en cybersécurité, un plan à 1 milliard d'euros, dont 720 millions de financement public. L'idée, c'est de faire émerger des champions français de la cybersécurité. Est-ce que les moyens mis sur la table vous semblent suffisants ? Alors, c'est toujours bon de voir ce genre d'investissement et cette compréhension. C'est bon de voir ce sursaut. Je vous le disais, les attaques contre les hôpitaux, ce n'est pas une nouveauté. Si vous avez des groupes armés, nous, au Cyber Peace Institute, nous avons pu dénombrer une attaque par jour
au pic de la première vague de la Covid-19. Si une fois par jour, vous aviez des groupes armés entrant dans l'hôpital, menaçant de détruire tous les ordinateurs contre de l'argent, je pense que les États du monde auraient réagi il y a plus longtemps. Donc tout investissement est bon à prendre. Est-ce que vous pensez qu'on forme aujourd'hui assez d'ingénieurs spécialisés dans le domaine de la cybercriminalité et de la cyberdéfense ? Alors c'est aussi un paradoxe. Il y a nombre d'initiatives qui existent, qu'elles soient étatiques, qu'elles soient de l'industrie, qu'elles soient de la société civile, pour aider et protéger toute la chaîne d'approvisionnement du secteur hospitalier. Ces initiatives sont peu connues et en fait elles se heurtent à une problématique qui est évidente. Lorsque vous êtes un hôpital et que vous avez déjà beaucoup de problèmes pour gérer votre environnement, votre personnel et votre mission de soins, la simple capacité de comprendre ces initiatives, de demander de l'aide et de pouvoir recevoir de l'aide, c'est déjà énorme. Donc en fait, il y a un gros travail à faire ici sur mettre en commun ces énergies existantes. Ce ne sont pas des choses qu'on a inventées, qui sont existantes, et faire en sorte qu'elles soient utiles là où on en a besoin. Alors derrière, ça pose quand même la question de tout ce qui peut être connecté d'une façon ou d'une autre. On parle évidemment là des hôpitaux, mais on peut parler, pourquoi pas plus tard, d'implants cardiaques qui seraient implantés dans des patients. On peut penser aux centrales électriques, au réseau des chemins de fer, on peut penser aux voitures autonomes, pourquoi pas. Comment être sûr que demain, tout ça sera sûr à 100%, quoi ? Est-ce que c'est d'ailleurs seulement envisageable ? La numérisation va avec une belle innovation, c'est sûr, mais également des risques. Ce que je vous mentionnais au préalable était la responsabilité de l'industrie. L'innovation, c'est bien, mais l'industrie se doit de mettre en place des procédures de sécurité au cœur même des outils. C'est une partie. La seconde partie, c'est que les professionnels, dans ce cas-là, les professionnels de santé, et c'est difficile, les ressources sont extrêmement difficiles à mettre en place dans ce secteur, mais il y a une obligation de mettre en place les standards de sécurité et de ne pas gérer son infrastructure technique sur une surface vulnérable ou qui n'a pas été mise à jour en termes de sécurité. C'est tout un écosystème qui se doit en fait de se sécuriser. Et il y a une responsabilité très individuelle aussi. Lorsque vous travaillez par exemple dans un hôpital, il y a des éléments à prendre en compte en termes de sécurité personnelle qui aident à la sécurité du groupe. Je lisais quand même les témoignages de certains personnels de ces hôpitaux qui ont été victimes et qui finalement sont un peu terrorisés et traumatisés. Il y a une façon aussi de les accompagner pour leur dire peut-être non, c'est pas votre faute si on a été victime d'une cyberattaque. Et c'est certainement ce qui est le plus important. Les victimes des attaques contre les hôpitaux sont les professionnels de santé et les patients au premier plan et à travers ces deux groupes, toute la société. Parce que cela, en fait, a un impact à long terme sur l'état de la santé pour tous. Les professionnels de santé sont sous une pression énorme depuis 14 mois en combat contre la Covid-19 et être soudain mis sous rançon pour pouvoir juste continuer, pour pouvoir traiter son patient, c'est inacceptable. Sachez qu'il y a une étude très récente qui démontre que lorsqu'un hôpital a été mis sous rançon, si vous ou moi allons vers cet hôpital pour recevoir du soin 6 mois, 1 an, 2 ans suivant cette attaque, vous avez plus de chances d'être mal soigné. Et si vous êtes sujet à une maladie grave, plus de chances d'en mourir. Et donc des études le démontrent déjà. Merci beaucoup Stéphane Duguin. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'Institut Cyberpeace. Merci d'avoir été avec nous. Et on poursuit avec Elsa Granger, bonjour. Bonjour Aurélie. Vous êtes la toute nouvelle directrice générale d'Ashoka France. Alors Ashoka, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une ONG qui se compose d'un réseau d'acteurs du changement et qui agit en faveur de l'innovation sociale. C'est, je crois, la 13e ONG la plus influente au monde. 4e. Je suis très en retard dans mon classement. Donc 4e ONG la plus influente au monde, présente dans plus de 90 pays. Et pourtant, c'est pas la plus connue. Alors que fait Ashoka exactement ? Alors justement, c'est intéressant que vous disiez ça parce qu'il y a un vrai travail de sous-marin en fait, de réussir à essayer de changer le système de façon discrète mais très efficace. Donc comment on fonctionne ? C'est assez simple. En fait, le talent d'Ashoka, c'est d'identifier des acteurs de changement, de l'innovation sociale, qui peuvent être des entrepreneurs sociaux ou simplement des porteurs d'associations, qui ont un projet qui va avoir un impact systémique profond en fait sur les lois, par exemple d'un pays. À 74% des porteurs de projets d'Ashoka qui ont déjà influencé leur pays pour changer des cadres juridique. Donc cette identification, elle prend énormément de temps. Et par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, en France, vous avez à peu près
5 à 7 acteurs de changement qui sont identifiés par Ashoka, qui après vont bénéficier d'un accompagnement de 3 ans, alors sous forme de bourse, très sonnant et trébuchant donc financièrement, mais aussi sous forme d'accompagnement stratégique avec des vrais mentors philanthropes qui sont autour d'eux et qui vont les aider à changer d'échelle en fait, pour impacter encore plus fortement au regard de leur idée qu'ils avaient initialement. Alors, est-ce que l'idée, c'est que derrière, tout le monde peut finalement être acteur du changement ? Oui. C'est un des mottos, je dirais, d'Ashoka. Everyone is a change maker. Donc vous êtes vous-même, Aurélie, un acteur de changement en puissance. Peut-être qui s'ignore, vous êtes peut-être la Madame Jourdain de l'acteur du changement. Et ce que vous faites déjà en me recevant, c'est déjà participer aussi au changement systémique. Donc oui, tout le monde peut l'être. Après, c'est vrai qu'Ashoka a une capacité à aller identifier les pépites des pépites pour être vraiment sûr que les qualités entrepreneuriales sont là pour accepter ce changement d'échelle. Parce que c'est pas évident pour un porteur d'association qui travaille depuis 10 ans, 15 ans ou qui a une idée innovante, de se dire ok, je vais vraiment impacter tout un territoire, voire aussi être pan-européen, parce que c'est ce que Ashoka offre aussi, c'est ce rayonnement sur certaines initiatives qui sont portées par les entrepreneurs sociaux. Et puis évidemment d'avoir une fibre éthique, ça c'est extrêmement important aussi pour Ashoka, d'avoir cette idée créative et des qualités, comme je le disais, entrepreneuriales majeures. Alors c'est une association une ONG qui est très vieille et qui est ancrée dans le temps. Et là, j'imagine que vous devez observer une accélération de l'entrepreneuriat social. On parle aujourd'hui beaucoup plus de ces thématiques-là. On n'en parlait peut-être pas de la même façon il y a 10 ans. C'est très juste. En fait, Ashoka est à l'origine, alors ça on ne le sait pas, est à l'origine il y a 40 ans de l'invention même du terme d'entrepreneur social. C'est Bill Drayton, le fondateur d'Ashoka, qui lui-même a installé dans la conversation économique ce qu'étaient ces acteurs de changement. Voilà, il a trouvé que ces acteurs économiques pullulaient en fait partout dans tous les pays du monde et qu'il fallait leur donner les moyens de réussir à impacter durablement l'histoire. Alors oui, vous avez raison sur un point, le paysage écosystémique de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire, a profondément changé ces 10 dernières années. Vous voyez qu'il y a des acteurs qui font à peu près le même travail que nous, qui opèrent de la même façon que nous, à aller identifier des pépites. Vous avez des fonds aussi qui vont directement financer en fait des acteurs de changement. Donc oui, on voit cette accélération, même si ce qui est très délicat, c'est de se dire que, c'était votre question précédente, que tout le monde peut être un acteur de changement et que finalement tout le monde a une part à apporter et qu'aujourd'hui c'est peut-être à l'école que les choses se jouent et que l'école doit être aussi un véritable accélérateur pour faire en sorte que ces acteurs de changement émergent plus facilement. Vous allez justement sur ce terrain-là, sur le terrain de l'éducation ? Alors c'est un des terrains privilégiés même d'Ashoka, qui identifie des écoles qui ont une façon d'enseigner un peu différente avec des pratiques pédagogiques innovantes. On a notamment un des acteurs de changement qui a été identifié par Ashoka France, François Tadei, qui est le patron du Centre de recherche interdisciplinaire, qui met en place, avec le concours parfois de l'Éducation nationale, de nouvelles pratiques pédagogiques qui vont développer le collectif, l'empathie, l'esprit critique et qui vont faire en sorte qu'on soit au-delà même de l'acquisition académique traditionnelle qu'on voit dans les écoles, parce que le changement, il va passer par ça demain. Oui, c'est marrant que vous disiez ce mot empathie, parce que je suis allée voir effectivement sur le site d'Ashoka et ça fait partie des piliers d'Ashoka, développer l'empathie chez les enfants. Je me dis, comment est-ce qu'on peut agir sur l'empathie chez les enfants ? C'est presque une qualité humaine que je considère un peu comme innée. Est-ce qu'il peut y avoir une culture de l'empathie ou pas ? Il y a des gens qui sont juste pas empathiques du tout parce que c'est pas leur caractère. Oui, mais justement, c'est ça qui est intéressant à voir, c'est qu'est-ce qui fait qu'on développe ou pas de l'empathie et quels sont les facteurs de développement de cette empathie. Le travail en collectif, c'est typiquement une façon de développer son empathie, parce que quand on est obligé de faire avec quelqu'un qui ne vous ressemble pas, le développement de l'altérité, pour arriver à un commun, vraiment, et être d'accord sur un commun, il va falloir aussi se mettre un peu à la place de l'autre. Ça ne veut pas dire ressentir exactement ce qu'il ressent, c'est deux choses différentes, mais imaginer, prendre ses lunettes à lui et voir le monde avec sa vision. Et ça, c'est véritablement des choses qui se travaillent à l'école, pour la bonne et simple raison que les travaux de groupe sont inhérents parfois aux pratiques pédagogiques. Et surtout, vous avez des enfants, vous voyez bien comment sont vos enfants, ce sont des éponges. Et que ça fonctionne très bien, en fait, avec ces neurones miroirs, où il y a quelque chose qui s'opère immédiatement. Mais il faut qu'il y ait des acteurs de changement qui développent cette empathie. Donc ça passe aussi par des professeurs qui eux-mêmes ont développé cette faculté à être capables d'implémenter dans leur enseignement cette culture de l'empathie. Mais alors, quel est le but à terme ? Parce qu'une fois qu'on a développé l'empathie chez les enfants, c'est quoi ? C'est qu'ils deviennent tous des entrepreneurs sociaux ? Il faut avoir une certaine fibre empathique pour pouvoir entreprendre dans l'entrepreneuriat social ? Ça, c'est une super question. Parce que vous savez, mon parcours d'entrepreneur, moi, j'ai l'impression que j'étais entrepreneur par défaut, parce que je ne trouvais pas ma place en entreprise. Moi, je suis convaincue de quelque chose, c'est que si on arrive à développer cette culture de l'empathie, elle existera aussi
au sein des entreprises qui fonctionneront beaucoup mieux. Tout le monde n'est pas voué à être un entrepreneur social. Non, au contraire, il y a également des entreprises classiques avec une façon de changer le système différente, avec d'autres valeurs au sein de cette entreprise-là, mais qui peuvent être portées par cette jeune génération qui justement va avoir l'empathie chevillée au corps et au cœur. Et c'est une thématique là qui, je pense, en plus accélère avec la crise, mais qui était déjà présente avant, tout ce qui touche à la RSE en entreprise. On parle beaucoup de bienveillance dans le management. Le well-being, le fameux well-being. Absolument. Est-ce que finalement, vous avez pris conscience avant tout le monde chez Ashoka que le changement devait venir des entreprises ? Je pense qu'on a surtout compris que le changement devait venir des individus au sein de l'entreprise et que parfois il faut 1, 2, 3, 10 personnes pour hacker le système, mais le hacker positivement en fait. Donc notre rôle, c'est véritablement, au même titre qu'on est capable d'aller identifier des acteurs de l'innovation sociale, des associatifs ou des entrepreneurs sociaux, on va être capable d'identifier au sein même d'une entreprise ceux qui ont également les mêmes qualités, qui vont être capables de faire, bon, j'aime pas employer ces termes américains, pardonnez-moi, j'ai encore le jargon, mais d'être capable de faire ce shift en fait au sein de l'entreprise. Ça prend du temps, mais on a des partenariats depuis près de 10 ou 12 ans avec certaines entreprises qui ont formé leurs collaborateurs, les cadres dirigeants, à ce qu'était l'économie sociale et solidaire, donc qui implémentent un tout petit peu de ces facultés-là au sein même de leurs entreprises, et ça change la façon de manager, ça change aussi les objectifs chiffrés, ça change les valeurs, et c'est ce qui fait que les salariés au sein de ces entreprises-là se sentent beaucoup mieux parce qu'ils sont portés par un projet qui est bien plus grand que l'entreprise elle-même en fait. Mais ça doit être un sourcing de dingue si vous allez chercher jusqu'au niveau de l'individu en entreprise. Bah oui, oui, effectivement. Bah, c'est un métier. C'est un métier depuis 40 ans. C'est ça. Non, 40 ans dans 90 pays. Donc oui, non, c'est un... Et Bill Drayton, le fondateur d'Ashoka, tient vraiment à cette détection, en fait, à ce pôle chez Ashoka qui est très fort. Par exemple, si je vous prends juste le process pour devenir, comme on appelle ça, fellow, en fait, chez Ashoka, c'est-à-dire un entrepreneur social qu'on va identifier pour avoir cette fameuse bourse dont je parlais, cet accompagnement avec les mentors philanthropes. Donc il y a déjà une grosse sélection où on a tout un tas de réseaux en interne qui nous remontent des initiatives. Ensuite, il y a quelqu'un dans chacun des pays qui s'occupe d'avoir une relation très privilégiée avec cet acteur de changement pour identifier s'il y a bien les fameuses qualités dont je vous parlais, l'innovation, la créativité, les qualités entrepreneuriales, la fibre éthique, l'impact social de son initiative. Ensuite, il passe par un premier filtre qui est composé de panélistes qui sont parfois des anciens fellows, donc des promotions qui ont été accompagnées avant. Ensuite, il rencontre l'organisation américaine pour vraiment faire ce filtre-là, que ça correspond bien à ce qu'on imagine être un impact social. Et après, ultime, c'est un peu comme The Voice. Hein, c'est ça, il y a des auditions à l'aveugle et tout ça. Et on arrive jusqu'au cas final où là, effectivement, ils sont adoubés. Donc, il y a un process très, très drastique. On est très vigilant pour ne pas se tromper parce qu'on croit fondamentalement qu'en les accompagnant au mieux, leur impact va véritablement être décuplé. Je pense que ça doit avoir une résonance particulière en France. Je ne sais pas comment c'est aux États-Unis, mais c'est vrai qu'en France, on parle beaucoup aujourd'hui de la raison d'être. On voit naître les premières entreprises à mission. Il y a une résonance particulière de ce que vous faites en France aujourd'hui. La sélection doit être peut-être même plus dure en France qu'ailleurs, j'ai l'impression, non ? Elle est plus dure et surtout, en fait, l'idée ce qui est très compliqué, c'est qu'on peut estimer que cet environnement est concurrentiel. En fait, moi, je trouve qu'il est plutôt collaboratif aussi. Et chacun peut aller identifier des acteurs de développement social qui vont être tout à fait différents et correspondre à des ADN et des valeurs de marque, si je puis dire, notamment chez Ashoka. C'est pour ça que le terrain de l'éducation est privilégié, en fait, chez Ashoka et qu'on a plutôt tendance, dans les années qui vont venir, sans rien vous dévoiler encore, je viendrai. Oui, j'espère bien. Avec grand plaisir notre stratégie. L'idée, c'est véritablement d'aller chercher des acteurs de changement qui ont entre 12 et 18 ans. Ça va être ça, le défi. 12 ans, mais à 12 ans, on peut être acteur du changement. On peut être acteur du changement à 12 ans. La plupart de nos entrepreneurs sociaux ont eu leur idée de changement avant 21 ans. 74% des fellows Ashoka ont eu leur idée magique avant l'âge de 21 ans, vous imaginez. Et parfois même en Inde... Je me sens vieille d'un coup. Non, mais pas du tout. C'est peut-être parce que l'école n'était peut-être pas adaptée à développer votre potentiel aussi. Aurélie, que vous développez parfaitement bien ici, notamment. Merci. Vous avez mentionné vite fait votre parcours d'entrepreneuse, mais c'est vrai que vous avez été dirigeante marketing, entrepreneur numérique, journaliste, productrice de documentaires. Qu'est-ce qui vous a amené à diriger un jour une ONG ? Je ne savais pas que ce parcours-là pouvait mener à diriger une ONG. C'est la chance et la force d'Ashoka, c'est d'aller identifier parfois
des individus qui vont s'être réinventés au fur et à mesure de leur vie professionnelle. Moi, c'est le cas. Vous voyez, j'ai fait une école de commerce, tout me destinait à une carrière marketing dans une des entreprises qui avait peut-être pas forcément envie de changer le système, ni de changer le système. Et puis, voilà, au fur et à mesure, j'ai fait beaucoup de rencontres, j'ai eu des envies d'engagement à titre personnel. C'est ce qui m'a conduit au journalisme aussi. Et puis, le journalisme me mène au terrain. Au terrain, je rencontre des gens merveilleux. Je me dis, mais comment je peux porter plus haut leur destin ? Et voilà, la porte d'Ashoka après s'ouvre. Enfin, je frappe à la porte d'Ashoka, il m'ouvre gentiment. Et puis voilà, aujourd'hui, je suis devant vous. Qu'est-ce que vos expériences, vous pensez, vont pouvoir vous apporter dans ce poste-là ? Est-ce qu'il y a des similitudes que vous voyez ? Le fait d'avoir été entrepreneur, j'ai quand même monté 2 entreprises. Donc une numérique qui a été cédée au groupe TF1 en 2016. Puis l'autre, la société de production que j'avais jusqu'à ce que j'entre chez Ashoka. Donc ça, c'est-à-dire que quand les entrepreneurs sociaux viennent me parler, je sais de quoi ils me parlent. Vous parlez le même langage, en fait. Voilà, je connais leurs difficultés, je connais l'écosystème, je sais ce que c'est que l'économie, je sais ce que c'est qu'aller chercher des fonds, recruter des gens, se tromper. Renoncer à avoir des flips de trésorerie à certains endroits. Je connais cette mécanique-là, elle m'est pas complètement étrangère. Et puis, je connais aussi l'univers de la communication, pour l'avoir vécu des 2 côtés de la barrière. Donc, et ça peut aussi être extrêmement important pour eux, parce que je veux être un porte-parole surtout pour les entrepreneurs sociaux qu'on accompagne. Alors, justement, comment est-ce que vous comptez les accompagner ? Vous n'allez peut-être pas me dévoiler votre stratégie tout de suite, mais vous avez un peu 2-3 idées pour votre feuille de route, j'imagine. J'aimerais bien que la prochaine fois que vous m'invitiez, Aurélie, si vous en êtes d'accord, c'est que je vienne accompagner justement pourquoi pas, d'un des entrepreneurs sociaux qu'on accompagne sur une thématique en particulier, parce que Ashoka a vraiment des terrains de jeu privilégiés. On parlait de l'éducation, mais également la santé, l'environnement, la cohésion sociale. Donc on a énormément d'entrepreneurs sociaux qui vous en parleraient divinement mieux que moi. Moi, je suis là simplement pour faire un lien avec cette formidable communauté. Et ça, je tiens vraiment à insister là-dessus. Donc nous avons nos entrepreneurs sociaux, nous avons les fonds qui nous aident aussi à faire cet accompagnement, et surtout un réseau d'à peu près 70 philanthropes accompagnants qui font aussi bien du coaching auprès de ces entrepreneurs sociaux sur une durée de 3 ans que de la co-création avec eux. Et puis nous avons à peu près 22 partenaires pro bono aussi. Donc ça, c'est fantastique de se dire, on parlait tout à l'heure de comment aussi au sein de l'entreprise on peut accélérer le changement. Vous parlez des budgets RSE, nous on peut être bénéficiaire de ces budgets-là aussi dans le cadre de pro bono. Ça revient aussi à consacrer du temps. Des grands cabinets comme McKinsey, Kearney, Capgemini, chaque année renouvellent des partenariats pro bono avec nous, et ça c'est crucial pour un entrepreneur social qui n'aurait peut-être jamais pu rentrer en contact avec ces grands faiseurs. Et puisqu'on parle de moyens, là on parle de moyens humains, mais il y a aussi évidemment un moment, surtout quand on donne des bourses, des moyens financiers, vous prenez vos fonctions à un moment qui est peut-être pas le plus évident pour aller chercher des fonds. Comment ça se passe ? Vous pensez que ça va être un peu compliqué là d'aller chercher des nouveaux fonds à chaque fois pour toutes les associations ONG, quelles qu'elles soient, parce qu'effectivement on est dans un moment où les financements peuvent être un peu plus compliqués qu'à l'habitude. Vous avez absolument raison, c'est un point non négligeable. Je pense que c'est compliqué d'aller chercher des fonds quand on ne sait pas pourquoi on va aller chercher. Quand la promesse, ou en tout cas l'engagement ou les livrables qu'on promet à un fonds ne sont pas lisibles de sa part. Et quand on n'est pas capable de prouver ce qu'on dit, l'objectif d'Ashoka, c'est de véritablement montrer dans l'année qui arrive quel est le montant de l'impact social généré par l'ensemble des entrepreneurs sociaux qu'on a accompagnés, pour que nos partenaires, que sont les fonds, les fondations ou même d'autres, ou même des entreprises de RSE, puissent mesurer à quel point leur engagement a été probant sur la durée. Oui, ça veut dire que vous aussi, vous avez des ROI en fait. Il faut que vous alliez mesurer l'impact de... C'est ma marotte du moment personnel. Je veux dire, personne ne me demande de le faire. Moi, j'estime en tant qu'ancienne dirigeante que c'est clé aujourd'hui d'être capable de prouver ce qu'on dit, d'avoir une parole qui soit performative. C'est essentiel. Merci beaucoup Elsa Granger. Je rappelle que vous êtes la directrice d'Ashoka France, directrice générale. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et on va parler de la révolution de la voix, puisque je suis en compagnie de Stéphane Distinguin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur et président de Faber Novel, qui est une agence d'innovation. C'est vrai qu'en ce moment, tout le monde ne parle que de Clubhouse, mais je pense qu'il y a encore plein de gens qui ne savent pas ce que c'est. Donc, est-ce que déjà, vous pouvez expliquer un peu le concept de ce nouveau réseau social ? C'est donc un réseau social, on peut le dire, mais dont le média, le véhicule est la voix. Donc en fait, on se retrouve dans des rooms, dans des espaces dans lesquels on peut être de 2 jusqu'à 5000 et dans lesquels on se parle. Et en fait, on est en train de réinventer la radio, là. Ou alors ou la vieille conversation de café. Non, mais le coup de fil qu'on se passait les mercredis après-midi ou les samedis quand on s'embêtait et qu'on s'appelait encore au téléphone, ce qui a été un peu moins le cas ces dernières années. Oui, c'est vrai. Mais j'ai quand même l'impression que globalement, il y a un
petit retour de la voix qui est peut-être un peu facilité aussi par la crise. Je crois que les coups de fil vraiment ont augmenté pendant la crise. C'était peut-être effectivement quelque chose qu'on avait un peu oublié. Il y a un truc qui s'appelle Zoom aussi. Aussi, mais là il y a de la vidéo quand même. Il y a de la vidéo, mais moi je suis sûr qu'effectivement en fait, tous les médias qui sont des médias qui resynchronisent ont été des médias qui ont été extrêmement utilisés ces derniers temps. Donc, et la voix est on le sait, et puis on le voit aussi. La radio revient et les podcasts ont fait une réussite totale. On voit que Spotify, Amazon et d'autres ont investi considérablement en fait dans des sociétés de production de podcasts et que quand Spotify partage des informations sur leur podcast, ils se sont rendus compte qu'en plus de la musique, les gens écoutaient beaucoup et restaient beaucoup plus longtemps dans l'application et dans leur environnement pour consommer des podcasts. Mais là, pour revenir à Clubhouse, l'idée quand même, c'est d'avoir des espèces de salles ouvertes où on peut discuter de tout et de rien, même si c'est un peu classifié par sujet. Mais du coup, il n'y a pas de modérateur. Donc, ça peut poser quand même certaines problématiques. On a vu ce à quoi Facebook ou Twitter ont été confrontés et combien ils ont dû investir en humains ou même YouTube pour justement réguler. Est-ce qu'à un moment, le problème ne va pas se poser aussi sur Clubhouse ? Il se pose immédiatement. C'est une bonne question et c'est un bon réflexe en fait sur cette plateforme qui débute, mais elle débute à peine. Donc, moi, j'aime bien comparer Clubhouse à deux précédents réseaux sociaux qui ont marqué l'histoire des réseaux sociaux. Twitter. Donc, il y a déjà la création de Twitter, c'est en 2006-2007. Ouais, c'est ça. Et on a affaire chez Clubhouse à un réseau dont vous me le décrivez en des choses qui semblent assez évidentes, mais en même temps, il se passe quelque chose parce que tout le monde s'intéresse tout le monde. Un peu comme vous vous rappelez au départ sur Twitter en disant mais qu'est-ce qu'ils font les gens avec 140 caractères, qu'est-ce qu'on peut dire, à quoi ça sert. Et donc, il y a cette part de choses un peu évidentes, mais aussi de se dire tiens, il doit se passer quelque chose. Et puis Snap, après, quelques années plus tard, qui a inventé avec l'éphémère une autre pratique encore. Et les deux avaient comme particularité, je pense que c'est aussi ce qu'on trouve chez Clubhouse, une interface qui intrigue, qui permet justement de se saisir d'un outil qui n'existait pas encore, parce que force est de constater qu'on pouvait faire du Clubhouse, mais pas exactement pareil et pas aussi facilement. Il y a eu des précédents fameux. Je ne sais pas si vous connaissez Discord, qui est plutôt la plateforme. C'est plutôt des garçons et des jeunes garçons. Voilà, je ne suis pas du tout dans la cible. Jeunes, si, mais garçons, non. Et qui est la plateforme des gamers, en fait, qui est celle qu'ils utilisent de façon à pouvoir en parallèle de leur jeu, typiquement sur Fortnite par exemple, se parler, se retrouver, échanger, et donc qui est comme un back channel. On parle souvent de back channel, donc c'est une façon en fait d'être à côté en fait de ce qu'on fait, de pouvoir, comme vous êtes sur un chat quand vous êtes en visio ou quand vous êtes en réunion physique et qu'il y a une deuxième conversation en parallèle. Et donc c'est aussi ces usages qui étaient tout à fait émergents qu'on retrouve dans Clubhouse. Alors, quel pourrait être le business model ? Parce qu'évidemment, à un moment, ça pose question quand même. Alors, Facebook, avec les revenus publicitaires, a trouvé assez facilement son business model. Twitter, ça a été quand même un peu plus compliqué. Pour Clubhouse, comment on pourrait interagir les marques ? Écoutez, c'est toujours la bonne question. Et parce qu'elle a une question, parce qu'on se dit, mais à quoi ça sert et si ça sert vraiment, il y aura un modèle économique. Donc c'est une première bonne question. Et puis ensuite, il y a le fait de se dire que s'il y a un modèle économique, ils vont faire quelque chose avec nos données, puisqu'aujourd'hui, ils ne nous demandent rien. C'est ça. Donc la question, elle se pose deux fois. D'abord, je vais remettre un peu en perspective les données de Clubhouse aujourd'hui. C'est une entreprise qui a levé plus de $100 millions. Ils sont 10 personnes, ce qui quand même permet, peut-être un peu plus maintenant parce que ça décolle tellement qu'il doit y avoir évidemment des dépenses extérieures. C'est tout petit en fait. Comme Instagram, quand Instagram a été racheté, c'était encore une dizaine de personnes, donc c'est des entreprises, c'est de toutes petites équipes. Donc je pense qu'ils sont en autonomie et pas inquiétés en fait de leur rentabilité avant un petit moment. Ensuite, il y a déjà 6 millions, il y a plus de 6 millions d'utilisateurs. Donc, et chaque jour, ils en rajoutent des centaines de milliers. Et pourtant, c'est que sur invitation, c'est pas ouvert. Mais le modèle est très exponentiel, puisqu'en fait, chaque fois, si vous avez le droit à un nombre d'invitations quand vous êtes invité vous-même, et puis quand les gens arrivent, que vous avez réussi à recruter, on vous redonne des crédits. Donc, en fait, assez rapidement, c'est un modèle où les gens ont envie, ils ont réussi à être très malins et à gérer la rareté, et à vous donner l'impression de donner un privilège et de faire un cadeau à des gens qui sont ravis d'accueillir, en fait.
Ouais. Et donc, vous faites un peu le travail à leur place, qui est aussi l'intelligence d'un réseau social. Et c'est pour ça qu'il y a aussi quelque chose qui se passe. C'est que de toute évidence, ils ne font pas beaucoup d'erreurs dans la levée de fonds, dans la communication. Donc, c'est vraiment un réseau social qui a repris les codes qu'on a déjà vus avant, Twitter, Snap et beaucoup d'autres. Facebook même, qui au départ était uniquement pour les étudiants et qui était fermé. Et aujourd'hui, c'est un peu que pour les vieux. Enfin, pardon. Oui, mais ça reste un peu la matrice de tout. Enfin, c'est que donc quand vous avez plus de 2 milliards d'utilisateurs, vous êtes peut-être un peu comme le bottin, mais vous êtes le bottin quand même. Ouais. Et donc du coup, pour revenir à la question sur le business model, ça veut dire qu'à un moment le modèle économique n'est pas une immédiate question pour eux. Je pense qu'ils tout de suite ils ont fait attention à dire ne vous en faites pas parce que chat échaudé craint l'eau tiède ou froide. Ouais. Ils ont vraiment beaucoup insisté pour dire qu'ils feraient attention, parce qu'il y a les cas précédents de Facebook et de quelques autres récemment. Ils ont évoqué aussi des modèles économiques qui sont déjà en place et qui ne se servent pas forcément des données personnelles ou de la publicité comme le don. Et ça, c'est ce qu'on voit par exemple chez Twitch, qui est une plateforme très intéressante que vous connaissez sans doute, qui appartient à Amazon, qui elle aussi vient en fait des gamers et des joueurs de vidéo. J'avais oublié que ça appartenait à Amazon, dites donc. Ah ouais, on oublie souvent ce qui appartient à Amazon. C'est vrai, en fait, l'empire est tellement large. donc en fait, Twitch, où on peut donner en fait un petit peu d'argent quand on est intéressé ou quand on a participé. Donc on a cette comme ça pu se faire sur des blogs ou ailleurs, de dire je donne un peu d'argent à celui qui modère. Et donc la plateforme prend une part de ce don de façon à se rémunérer. Donc je suis assez convaincu qu'il sera facile de trouver des modèles économiques parce que c'est un média de l'attention et que c'est aussi un média de qualité. On voit qu'aujourd'hui, les personnes qui s'y présentent, et c'est aussi la beauté de ce qu'ils ont choisi comme modèle avec les invitations et la propagation de ces invitations, fait que l'audience sera assez certainement de qualité. On est passé, j'ai l'impression, d'un modèle très basé sur le visuel. On a eu beaucoup les vidéos, tous les médias digitaux dont on parle régulièrement avec le sous-titrage, l'écrit, Instagram et évidemment le réseau social visuel par excellence, à autre chose. C'est-à-dire là, avec les enceintes connectées, avec Clubhouse qui se développe, Twitter et Amazon, je crois, réfléchissent aussi, Facebook réfléchissent aussi à des plateformes de type vocal. Est-ce que là, on est en train de changer et en train de revenir sur tout ce qui a été très visuel finalement, pour passer dans une autre dimension qu'est la voix? Je pense que c'est aussi une extension assez logique du domaine de la lutte et de la conquête en fait des réseaux sociaux de nos vies. Donc après effectivement les yeux, maintenant la voix. Donc il y a vous savez il y a cette phrase fameuse d'ancien patron de TF1 sur le temps de cerveau disponible. Ouais. Donc c'est évidemment une façon de conquérir un peu de notre temps de cerveau disponible. Et moi la grande question que j'ai pour Clubhouse, parce que indirectement c'est votre question, c'est de savoir, et j'en suis pas encore tout à fait convaincu, si ça sera un média interstitiel, comme on l'a vu beaucoup des médias sociaux précédemment, c'est-à-dire que vous attendez le bus, vous êtes dans une salle d'attente, vous vous ennuyez en réunion, vous allez checker en fait un de ces réseaux sociaux, et celui-ci qui est quand même plus engageant, qui suppose d'entrer dans une conversation, l'écouter, éventuellement y participer, donc en train de créer quelque chose d'assez différent et qui correspond, et ça c'est vraiment la beauté de l'époque où on se rend compte qu'on souffre un peu, qu'on a du mal à créer du contact, qu'on a besoin d'avoir des médias un peu plus chaleureux, un peu plus engageants et qui nous permettent de nous retrouver, et c'est exactement ce que propose Clubhouse. Plus qu'en fait de commenter sur des photos ou d'être asynchrone, et dans un rapport qui était celui, je reprends encore le cas de Twitter, qui était peut-être un modèle un petit peu plus agressif, peut-être plus, et quand je reviens à la première question qui était celle de la modération, et c'est peut-être aussi by design comme on dit dans mon métier, donc par la conception par nature, par nature, en fait un service qui aura peut-être besoin d'être un peu moins modéré, parce qu'on y arrive autrement et pour avoir d'autres usages. Vous parliez tout à l'heure de l'essor des podcasts. J'ai lu l'étude qui est sortie récemment. 900 000 nouveaux podcasts mis en ligne en 2020 dans le monde.
c'est 3 fois plus qu'en 2019. Et pourtant, les études montrent quand même que le modèle a de la peine à trouver sa rentabilité. Notamment, il y a une étude très critique de Citi sur les investissements dont vous parliez chez Spotify, qui disent que finalement, ils investissent un peu à perte parce qu'on a du mal à rentabiliser le modèle. Donc, est-ce qu'à un moment, cette question ne va pas venir bloquer toute cette créativité qui s'est développée d'un seul coup là, sur les podcasts ? Parce qu'un bon podcast, ça coûte cher quand même. Bien sûr que ça coûte cher. Et on le voit en France avec... nous, chez Faber Novel, on a eu la chance de travailler avec Radio France sur un podcast. C'est vrai qu'on voit que ceux qui savent bien produire de la radio, par exemple, ont la possibilité de produire peut-être un peu mieux que des amateurs des podcasts. Tout est dans tout, vous avez raison. Et puis on voit les contenus qui sont les contenus un peu la Netflix, assez coûteux de création avec originale. Des vrais acteurs, des bruits, de la musique, que sais-je. Et donc le modèle est encore doit trouver sans doute sa rentabilité. N'oublions pas qu'on a affaire quasiment à chaque fois, que ce soit chez Spotify ou même chez Amazon Prime ou Audible, à des modèles économiques qui sont aussi décorrélés de la vente immédiate du contenu. C'est-à-dire que vous achetez un abonnement chez Spotify. Donc en fait, l'intérêt aussi pour eux est de chercher à vous garder le plus longtemps possible sur la plateforme. Donc qu'on réussisse qu'on ait la difficulté en fait de démontrer la rentabilité immédiate d'un contenu, de la production d'un contenu, il faut le remettre aussi en perspective avec ce que la plateforme va être en capacité de percevoir en termes de temps d'usage. Et donc du temps d'usage, ça sera demain de l'information et de la data d'abord, et pourquoi pas d'autres modèles type publicité, ce qu'on a vu plutôt réussir chez Facebook, Twitter et quelques autres. Et les podcasts de marque, ça marche ou pas ? Parce que moi, je vois énormément de communiqués de presse, mais qui m'arrivent dans ma boîte mail avec telle marque a sorti tel podcast sur tel sujet. Mais c'est là qu'on... J'ai l'impression que tout le monde aujourd'hui toutes les marques en tout cas, veulent être les créatrices de leur propre contenu. Oui, c'est très juste. Et avant moi, j'ai croisé Arthur Scheuer d'Ulysse, dont c'est justement, vous posiez la question... Une partie du métier, du métier, avec tout ce qui est brand content. Et donc c'est pas tout à fait nouveau. Peut-être que ce qui est encore là assez nouveau, c'est que les marques assument d'aller directement jusqu'au produit. Mais si vous me permettez un tout petit peu de dégagement avec Internet, c'est quand L'Oréal annonce qu'en fait ils vendent directement leurs produits et que c'est leur premier canal de vente aujourd'hui, et que le patron de L'Oréal dit devant la Chine et les États-Unis, maintenant j'ai Internet, et que c'est plus les grands distributeurs, la pharmacie ou ces canaux de distribution, c'est déjà ce qui se passe aussi pour leurs produits. Donc il y a une certaine logique en fait à ce qu'ils deviennent eux-mêmes, en dehors de leurs canaux de distribution directs, par Internet aussi, qu'ils aient la capacité de devenir médias et de pousser leur contenu. Votre question, elle était sur cette logique, et est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas ? Alors après ça, je suis désolé, il y a des contenus formidables qui sont produits par ces marques, et je ne vais pas citer de marques parce que mais je trouve qu'il y en a plein qui font des trucs très bien, et puis il y en a, c'est un peu plus à côté de la plaque et c'est classique. Après j'espère que ça va permettre à plein de gens qui ont des belles voix, et c'est aussi ça qui est quand même plutôt chouette dans ce qui se passe, c'est que mais une super voix, on est d'accord. Non mais que ça permet aussi de relancer des métiers ou des vocations qui sont pas immédiatement ceux de devenir des codeurs ou des influenceurs. Remettre un peu de créativité aussi dans tout ça. Merci beaucoup Stéphane Distinguin. Je rappelle que vous êtes fondateur et président de Faber Novel. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Et on parle, pour terminer cette émission, de médias digital en compagnie d'Arthur Scheuer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur d'Ulysse. Ulysse, c'est un média digital spécialisé dans les longs formats. Alors, j'ai vu que vous existiez depuis 2014. Je ne dois pas être la cible parce que je n'avais jamais entendu parler de vous. Alors, que fait Ulysse exactement ? Comment vous l'avez lancé ? À l'origine, effectivement, on était spécialisé vraiment dans les longs formats uniquement, le storytelling. Et en fait, c'était assez nouveau en France. Ouais. Et finalement, on a aussi lancé des vidéos et on a réussi à atteindre 70 millions de vidéos vues par mois. Et c'est ça qui nous a fait connaître, on va dire, de notre cible qui est vraiment les 18-35. C'est ça, je suis déjà beaucoup trop vieille. Mais moi aussi parce que j'en ai déjà 39, donc je suis même plus dans la cible de mon propre média. Alors comment on s'adresse à cette cible justement qui est sursollicitée ?
disons que nous, on est une entreprise à taille humaine. On a on va dire une grosse audience et oui, on est 70 millions de vues par mois, je veux bien croire. C'est beaucoup. Et donc il fallait, on va dire pour se démarquer, on a fait le choix, on a senti que le marché avait peut-être besoin d'autre chose et de quelque chose d'un peu différent, un peu plus osé, peut-être un peu plus produit, un peu plus poussé au niveau des contenus originaux. Et c'est pour ça qu'on a décidé de lancer ces séries originales dont nous allons parler. Oui, alors qu'est-ce qui vous différencie par exemple d'un média comme Brut? Parce que moi je voudrais comprendre quand même. Alors, disons que Brut et Combini, en termes de taille d'entreprise, évidemment, c'est... Ah non, mais c'est gigantesque. Ça n'est pas la même chose. Combini, c'est genre 150 journalistes. Alors, je sais pas. Pour autant, on est beaucoup moins. Ça veut dire que je pense en termes d'échelle, c'est peut-être 10 fois moins, quelque chose comme ça. On est encore une... Voilà, on est clairement dans les petites et moyennes entreprises, on va dire. Voilà. Mais en revanche, on surperforme par rapport au nombre d'employés qu'on a, puisqu'on a une audience qui, même à côté des grands acteurs de ce secteur, reste assez grosse et ça nous permet de répondre à toutes les attentes des annonceurs et des médias et des agences médias. Parce qu'il y a une spécificité un peu dans notre secteur, dans notre industrie, c'est que personne ne vend tout son inventaire. C'est-à-dire que nous, on a 70 millions de vidéos vues par mois. Certains de nos concurrents qui sont encore plus gros, dont vous avez parlé, en ont beaucoup plus, mais personne ne pourra jamais vendre ce volume on va dire, ce volume média. Personne n'achète. On ne trouvera jamais des clients qui vont acheter 30, 40, 50 millions de vidéos vues par mois. Donc la spécificité, elle se situe là. Et c'est pour ça qu'on a décidé aussi, on s'est dit, il y a cette course, on va dire, un peu... Qui relève un peu de l'orgueil aussi peut-être entre les grands acteurs, c'est-à-dire qui va avoir la plus grosse audience, etc. Et nous, on a atteint un certain volume et à un moment donné, on s'est dit, est-ce qu'il n'y a peut-être pas autre chose à faire avec ce volume-là que simplement de vouloir en permanence grossir? Et est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de procéder et notamment améliorer la qualité du contenu et proposer quelque chose qui ne se fait pas encore actuellement dans les médias digitaux? Donc justement, c'est pour ça que vous annoncez cette semaine une refonte du site et des contenus que vous proposez. Alors, comment ça se traduit? Eh bien, alors, déjà, on a voulu effectivement retravailler la charte parce que, on va dire l'identité visuelle, parce que c'est vrai qu'en 7 ans, un média, il a le temps de grandir, il a le temps de changer, d'évoluer. Comme je vous dis, on a commencé avec des longs formats, on a publié des prix Pulitzer. Et on en a publié 4. Et maintenant, on fait des vidéos aussi également sur TikTok qui font également des millions de vues. Là, sur TikTok, on s'est lancé il y a 4 mois. On a été aidé par les équipes de TikTok. On parvient à faire 15 millions de vidéos vues par mois à plus de 6 secondes, etc. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses différentes qu'on fait aujourd'hui dans un média digital. Et donc, c'était important pour nous d'essayer de réfléchir à cette nouvelle identité, et d'avoir une nouvelle plateforme de marque finalement qui se traduit effectivement aussi par un nouveau site, mais d'essayer de réunir un peu tout ce qui fait Ulysse, de se recentrer et d'essayer d'avoir quelque chose de fort à ce niveau-là. Et le nouveau site inclut donc ce dont je vous ai parlé, c'est-à-dire les nouvelles séries originales. Donc il y en a 3 qu'on lance. Il y a Barrio, qui s'intéresse aux artistes émergents dans le monde entier. Donc c'était pas simple de tourner dans le monde entier, évidemment. Surtout en ce moment, oui, j'imagine. Déjà que c'est pas simple habituellement. En temps normal, mais là... Là, c'était extrêmement compliqué, mais on est hyper content du résultat. On a aussi Open Kitchen, et de la même manière, ça s'intéresse aussi en fait aux chefs. Alors là, pour le coup, pas émergents, mais toutes sortes de chefs et de fondateurs de restaurants dans le monde entier aussi. On est allé notamment récemment, et ça, c'était le pur hasard, on a eu énormément de chance, parce que notre premier épisode, c'était sur les bras.
Donc on a fait le premier épisode d'Open Kitchen sur Sébastien Bras. Il est sorti le même jour que le jour où Sébastien Bras et son père étaient reçus à Top Chef. Donc du coup, ça a vachement aidé. Marché, exactement, ça a vachement marché. Alors, on a eu des gens aussi qui nous disaient oh là là, vous êtes rotor, vous êtes en connexion avec MC. Alors pas du tout, c'est le hasard le plus total. Voilà. Et l'épisode est magnifique. Je vous recommande d'aller le voir. On en est très heureux. Il se trouve que je suis en partie aveyronnais, donc je suis d'autant plus fier d'avoir commencé par ça. Mais ensuite, on a tourné aussi en Thaïlande, on a tourné dans plein d'endroits différents. Et enfin, on a une autre série qui s'appelle Future of Love. Et là, on est allé s'intéresser à des histoires d'amour dans le monde entier. Il y en a beaucoup qui m'ont touché, mais notamment celle de un Iranien et une Israélienne qui ne peuvent vivre nulle part et qui sont en fait... ils ne peuvent pas vivre en Iran pour des raisons, parce que l'Israélienne ne peut pas vivre en Iran. Ils ne peuvent pas vivre en Israël parce que l'Iranien ne peut pas vivre en Israël. Et donc, ils vivent réfugiés à Chypre, sans papier, etc. Et on est allé s'intéresser à eux. Je vous le recommande. C'est l'épisode 5 de Future of Love. Sincèrement, c'est magnifique. Et c'est ça qu'on voulait créer. C'est vraiment des sortes d'objets digitaux uniques, des choses vraiment différentes qui vont émouvoir les gens, qui vont... Mais avec un vrai récit journalistique toujours derrière. Voilà, exactement. L'idée, et ça, c'est l'identité d'origine d'Ulysse. C'était vraiment cette volonté d'aller apporter ce que le journalisme français parfois, je dis parfois, avait un peu perdu, c'est-à-dire ce côté storytelling, etc., qui vient à l'origine du journalisme français. C'est Albert Londres, je pense, qui a inventé ça, mais qui a été un peu perdu. Et donc, on est allé chercher, on a beaucoup d'amis qui sont des journalistes américains, dont certains avec lesquels on travaille encore, et on est allé chercher cette identité-là pour la ramener en France. Donc ça, c'est la volonté d'origine, mais finalement, avec ces nouvelles séries, on renoue avec l'identité d'origine d'Ulysse, qui est vraiment raconter des histoires, on va dire trouver la bonne histoire, la bonne façon de raconter la bonne histoire sur le bon médium. Mais c'est des formats qui font combien? Parce que là, tout à l'heure, vous me parliez de vidéos de 6 secondes sur TikTok. On ne peut pas raconter des histoires comme ça en 6 secondes. On peut raconter des histoires en 15 secondes. C'est-à-dire c'était une vraie gageure et c'était pas simple, mais on a travaillé dessus avec les équipes de TikTok France qui sont hyper cool et vachement à l'écoute, et on a réussi à le faire, et c'est un vrai succès parce qu'on a plus de 220 000 followers sur TikTok. On a donc, comme je vous disais, 15 millions de vidéos vues par mois, et on raconte que des histoires. On fait pas de vidéos de danse, ou c'est uniquement des histoires. Donc si, on peut le faire, mais en revanche, nous, nos séries là, elles durent plus entre 4 et 8 minutes. Mais pour moi, le format, c'est secondaire. C'est-à-dire, quand on a la bonne histoire, on trouve la bonne façon de le raconter, et sur le bon médium. Il n'y a pas de limite, en fait. Mais même 4 à 8 minutes pour les réseaux sociaux, c'est pas trop long? J'ai aucune idée, mais j'ai l'impression qu'en gros, le temps moyen de visionnage sur les réseaux sociaux, il se situe plutôt autour de 1,20, 2,20, quoi. Alors, nous, avec cette façon de raconter des histoires, on est allé jusqu'à 60 millions de vidéos vues par mois sur Facebook, avec des vidéos de 3 minutes et plus. Donc ça, c'est ce qu'on fait depuis des années, avec des vidéos de 3 minutes et plus, et en plus qui ont ce qu'on appelle le mid-roll, donc c'est-à-dire la pub au milieu. Et malgré ce, on atteint un taux de 15% de personnes qui vont au bout de la vidéo. Donc ce qui est énorme par rapport on va dire, à ce qui se fait dans le marché, puisque les chiffres sont habituellement, on va dire, quand on benchmark les chiffres en gros, ces chiffres-là, on s'aperçoit que même sur des vidéos de 1 minute, le taux est en général plus bas que 15% de gens qui finissent la vidéo. Pour nous, le secret de tout ça, la réussite sur TikTok, sur Facebook, c'est uniquement en fait la capacité on va dire, à bien choisir les histoires et ensuite les raconter correctement avec vraiment l'amour de le faire, parce que à Ulysse, on est tous des passionnés d'histoire. Il y a des scénaristes, des réalisateurs, des journalistes évidemment, mais on est tous passionnés par ça. Donc c'est pour ça, je pense qu'on parvient en fait à créer de la viralité avec 15 secondes, mais aussi avec 8 minutes. Et je vais même vous dire mieux. En réalité, notre métier, c'est réellement simplement de raconter des histoires. On le fait également sur des formats beaucoup plus longs, puisqu'on est
associé avec, comme je vous ai dit, on a beaucoup d'amis dans la presse américaine, notamment Joshua Davis et Joshua Berman, qui sont les producteurs de Little America sur Apple TV. C'est des très bons amis à nous et aussi des associés avec qui régulièrement on essaye de porter au grand écran, on n'y arrive pas toujours, mais on essaye de porter au grand écran des histoires vraies. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de limite. Le métier d'Ulysse, c'est vraiment raconter des histoires de 15 secondes jusqu'à 1h30, on va dire. Ouais, sur le tout petit écran comme sur le grand. Tout ça, ça coûte des coûts de prod qui sont, j'imagine, assez conséquents. Donc comment est-ce qu'on rentabilise derrière? Les cheveux blancs, ça. Ouais, je veux bien croire, parce que je connais un petit peu l'économie des médias. Donc bon. Alors, voilà, il y a de la magie, et puis après, il y a les limites de la magie. Donc disons que on a une certaine expérience, on va dire, de l'audiovisuel. Moi, j'ai commencé dans la prod audiovisuelle, et on a cette capacité. Les bons producteurs savent couper les coûts et faire en sorte d'être efficaces. Pour autant, tourner dans le monde entier, surtout actuellement, c'est extrêmement compliqué. C'est très difficile. Ça nous a pris beaucoup de temps, mais on a réussi, et on est encore en train de caler le workflow. Je ne vous dis pas que tout est parfait, mais on a réussi à faire en sorte que ça tienne le coup. Évidemment, l'idée derrière, c'est d'installer, on va dire, une nouvelle brique en fait à notre business model et une nouvelle proposition en fait aux marques. On avait le sentiment finalement que le marché en avait peut-être besoin, qu'on est dans une époque un peu particulière. Les marques cherchent à se renouveler, les agences cherchent de plus en plus du Donc contenu. vous faites du brand content par exemple? On fait du brand content complètement. C'est même on va dire c'est au cœur de. C'est-à-dire, il y a en gros tout ce qui est mid-roll, tout ce qui est publicité, etc. Ça va payer, on va dire, le day-to-day, mais il y a 70% du CA d'Ulysse qui est fait avec du brand content. Alors, ça peut être de la marque blanche en partie, mais en grande partie, c'est sur Ulysse directement. Et ça représente combien en pourcentage de vos contenus par rapport à votre prod global? C'est, on va dire, je pense que c'est 1 sur 10, quelque chose comme ça, peut-être même un peu moins. Ouais, d'accord. Sur le contenu vidéo, parce qu'en revanche, sur tout ce qui est format, on va dire, écrit, etc., c'est beaucoup moins, c'est epsilon. D'accord. Donc ça reste très viable. Après, la raison pour laquelle on crée ces séries originales et pourquoi on a fait un bond, on va dire, qualitatif, évidemment, c'est parce qu'on est passionné, qu'on aime l'image, etc. Si vous aurez peut-être l'occasion de les regarder, ces séries-là, et vous verrez que c'est quelque chose de très spécial qu'on a fait. C'est vraiment des bulles de poésie, c'est des objets digitaux uniques, je pense, sur le marché français. Donc on l'a fait par passion, mais on l'a fait aussi parce qu'on avait vraiment ce sentiment que finalement, aujourd'hui, le marché des médias digitaux, c'est un marché qui commence à devenir un peu mature, c'est-à-dire que vous l'avez cité, il y a des acteurs un peu costauds, enfin même très costauds, qui connaissent leur métier, qui le font très bien, mais dans le même temps, le business model des médias digitaux est né dans la sérendipité la plus totale, c'est-à-dire que 2014, nous, quand on se lance, c'est de la folie pure parce qu'il n'y a pas de business model pour les médias digitaux en 2014. Il n'y en a juste pas. Il n'y en a pas en fait. Il y a juste l'abonnement si on est des extrêmement grands journalistes qui sont capables de faire trembler la République. C'était pas notre cas. On n'a pas cette ambition-là. On n'est pas. C'est pas votre créneau de toute façon. Non, c'est pas notre créneau. Puis on n'a pas les reins pour. Mais donc il n'y avait pas de business model. Et finalement, on en a trouvé un, mais c'est presque par hasard. C'est-à-dire que les agences médias avaient des budgets de brand content, mais n'avaient pas de canaux pour faire passer ces budgets-là, et les médias digitaux avaient des canaux, mais n'avaient pas de business model. Et la raison pour laquelle on crée ces séries originales, c'est un peu pour... c'est-à-dire qu'on a un peu le sentiment, parfois, quand on fait quand on crée du contenu digital, quand on gère un média digital, c'est un peu comme... il y a 90% du contenu qui n'est pas du tout vendable par rapport à notre business model. Et ensuite, il y a 10% du contenu, je dis 90, c'est ça, je ne suis pas très fort en maths. Et donc, ces 10%-là, ensuite, vont être les contenus qui vont être vendus et vont parfois être entrés en contradiction, en fait, avec le contenu. Et donc, nous, ces séries originales, on voulait résoudre cette contradiction par la beauté, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on a raisonné, on s'est dit, mais en fait, qu'est-ce qui va relier notre audience ? Qu'est-ce qui va satisfaire et notre audience et les marques? C'est la beauté, en fait, c'est la qualité du contenu. C'est-à-dire que si la qualité du contenu est au-dessus,
forcément, en fait, ça va contenter les marques, mais ça va également contenter l'audience. Et c'est ce qu'on voulait résoudre, en fait. On voulait plus qu'il y ait ce paradoxe-là un peu désagréable où on est en train de faire un média d'un côté qui ne rapporte pas énormément d'argent, et de l'autre côté, on fait du brand content qui est en fait pas grand-chose, qui est un peu de la pub, un peu du journalisme, un peu, mais finalement, on ne sait pas trop ce que... Enfin, voilà. Et donc, on voulait résoudre ce truc et on voulait parvenir à trouver un format qui parvenait à réconcilier les deux. Voilà. Merci beaucoup, Arthur Schreier. Je rappelle que vous êtes le cofondateur d'Ulysse. Merci d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette émission. Bien sûr, dès lundi, vous retrouvez Stéphane Soumier. Passez un très bon week-end.